Le vent de Paris, à 4 heures du matin, est une lame de rasoir. Il siffle entre les immeubles haussmanniens, s'infiltre sous les manteaux usés et vous rappelle la solitude. C'est l'heure où les ombres se lèvent, où les bruits métalliques du RER résonnent dans le froid. Et où Élise Moreau commence sa chorégraphie silencieuse. 47 ans, invisible. Elle traverse la ville endormie, le corps fatigué, l'esprit en alerte. Chaque jour, la même routine. Chaque jour, le même chariot qui grince sur le marbre des halls déserts. Un son familier, presque une respiration. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un murmure, un souffle à peine audible, mais qui, pour les oreilles d'Élise, rompait le silence aseptisé des bureaux de Montaigne Immobilier. Elle passait le chiffon sur une table de verre, ses doigts connaissant chaque recoin, chaque grain de poussière. Et là, un détail, une petite lumière rouge clignotante derrière un cadre photo. Un simple cadre, mais qui ne devrait pas être là. Et le son, ce murmure électronique, à peine perceptible sous le grondement lointain du tonnerre qui commençait à rouler sur la ville. C'était un vestige, une anomalie. Élise, avec sa mémoire photographique, enregistrait tout. Sans le savoir, elle venait de planter la graine d'une tempête. Une tempête qui menaçait de tout emporter. Si des histoires comme celle-ci ne peuvent pas se perdre dans l'obscurité, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuie pour suivre maintenant avant que la prochaine révélation ne te dépasse. Dans son casier, caché derrière sa blouse de travail, une feuille de papier froissée, un dessin d'enfant, une petite maison aux fenêtres joyeuses, un soleil immense, Lise, sa petite fille, l'enjeu de tout, le symbole de ce qu'elle voulait protéger, de ce qu'elle n'avait jamais eu. Et ce matin, cette maison innocente semblait vaciller sous les éclairs silencieux qui traversaient l'air lourd. Le murmure grandissait, se mêlant au rythme lointain des sirènes de police. Un son familier à Paris, mais qui, ce matin, prenait une résonance sinistre. Ce n'était pas un vent, pas la pluie. C'était une voix, capturée, enregistrée. Élise se souvenait de la veille, d'un instant fugace. Un dossier posé nonchalamment sur le bureau d'Antoine de Montaigne, ce titan de l'immobilier. Un nom, une date, des chiffres. Une manchette qu'elle avait balayée de son regard aiguisé, sans y prêter attention sur le moment, mais que sa mémoire, elle, avait, comme toujours, capturée, photographiée. Maintenant cette image revenait, obsédante. Le magnat, un homme dont le nom s'étalait sur les gratte-ciels de Paris, un philanthrope au sourire calculé pour les caméras. Et ce murmure, cette petite lumière rouge, révélait une autre facette de l'homme. Une fissure dans la façade impeccable. Élise n'était qu'une femme de ménage, une ombre parmi tant d'autres dans le balai incessant de cette ville. Sa vie, une succession de compromis amers, de loyers à payer, de rêves simples écrasés sous le poids des factures. Mais la menace qui planait sur ce secret n'était pas que celle d'un homme. C'était un système. Une machinerie silencieuse, implacable, faite de contrats obscurs, de clauses cachées, de silences complices. Construit, elle le savait, sur le dos des invisibles. Des gens comme elle, Élise, le visage de sa petite fille, cette promesse d'une vie meilleure, libre des chaînes de l'humiliation qu'Élise avait toujours subies. C'était pour elle qu'Élise avait toujours plié l'échine, acceptant l'indifférence, les regards fuyants. Mais une ligne rouge venait d'être franchie. Ce secret qu'elle avait effleuré du bout des doigts n'était plus une simple anomalie. C'était une bombe. Et la détonation, elle le savait, n'atteindrait pas seulement Montaigne. Elle atteindrait tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, y compris Lise, dont l'avenir, si fragile, était désormais en jeu. La dignité bafouée d'Élise se réveillait, lentement, dangereusement. Elle n'avait pas le pouvoir de l'argent, ni celui des contacts. Son pouvoir, c'était l'observation, la mémoire, les détails. Et le courage qui commençait à prendre racine dans son cœur fatigué, comme une mauvaise herbe tenace. Le tonnerre se rapprochait,
et avec lui, la certitude qu'elle ne pourrait plus jamais être invisible. Le silence qu'elle avait toujours embrassé se brisait. Le vent de Paris, à 4 heures du matin, est une lame de rasoir. Il siffle entre les immeubles haussmanniens, s'infiltre sous les manteaux usés et vous rappelle la solitude. C'est l'heure où les ombres se lèvent, où les bruits métalliques du RER résonnent dans le froid et où Élise Moreau commence sa chorégraphie silencieuse. 47 ans, invisible. Elle traverse la ville endormie, le corps fatigué, l'esprit en alerte. Chaque jour, la même routine. Chaque jour, le même charrier qui grince sur le marbre des halls déserts. Un son familier, presque une respiration. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un murmure, un souffle à peine audible, mais qui, pour les oreilles d'Élise, rompait le silence aseptisé des bureaux de Montaigne Immobilier. Elle passait le chiffon sur une table de verre, ses doigts connaissant chaque recoin, chaque grain de poussière. Et là, un détail. Une petite lumière rouge clignotante derrière un cadre photo. Un simple cadre, mais qui ne devrait pas être là. Et le son, ce murmure électronique, à peine perceptible sous le grondement lointain du tonnerre qui commençait à rouler sur la ville. C'était un vestige, une anomalie. Élise, avec sa mémoire photographique, enregistrait tout. Sans le savoir, elle venait de planter la graine d'une tempête. Une tempête qui menaçait de tout emporter. Si des histoires comme celle-ci ne peuvent pas se perdre dans l'obscurité, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuie pour suivre maintenant, avant que la prochaine révélation ne te dépasse. Dans son casier caché derrière sa blouse de travail, une feuille de papier froissée, un dessin d'enfant, une petite maison aux fenêtres joyeuses, un soleil immense. Lise, sa petite fille, l'enjeu de tout, le symbole de ce qu'elle voulait protéger, de ce qu'elle n'avait jamais eu. Et ce matin, cette maison innocente semblait vaciller sous les éclairs silencieux qui traversaient l'air lourd. Le murmure grandissait, se mêlant au rythme lointain des sirènes de police, un son familier à Paris, mais qui, ce matin, prenait une résonance sinistre. Ce n'était pas un vent, pas la pluie, c'était une voix, capturée, enregistrée. Élise se souvenait de la veille, d'un instant fugace. Un dossier, posé nonchalamment sur le bureau d'Antoine de Montaigne, ce titan de immobilier. Un nom, une date, des chiffres. Une manchette qu'elle avait balayée de son regard aiguisé, sans y prêter attention sur le moment, mais que sa mémoire, elle, avait, comme toujours, capturée, photographiée. Maintenant, cette image revenait, obsédante. Le magnat, un homme dont le nom s'étalait sur les gratte-ciel de Paris, un philanthrope au sourire calculé pour les caméras, et ce murmure. Cette petite hunière rouge révélait une autre facette de l'homme, une fissure dans la façade impeccable. Élise n'était qu'une femme de ménage, une ombre, parmi tant d'autres, dans le balai incessant de cette ville. Sa vie, une succession de compromis amers, de loyers à payer, de rêves simples écrasés sous le poids des factures. Mais la menace qui planait sur ce secret n'était pas que celle d'un homme. C'était un système, une machinerie silencieuse, implacable, faite de contrats obscurs, de clauses cachées, de silences complices. Des voitures aux vitres teintées qui passaient sans un bruit dans les rues humides, des portes qui se fermaient avec une précision chirurgicale, scellant des destins. L'empire de Montaigne, un colosse, construit, elle le savait, sur le dos des invisibles, des gens comme elle, Élise. Le visage de sa petite fille, cette promesse d'une vie meilleure, libre des chaînes de l'humiliation qu'Élise avait toujours subies. C'était pour elle qu'Élise avait toujours plié l'échine, acceptant l'indifférence, les regards fuyants. Mais une ligne rouge venait d'être franchie. Ce secret qu'elle avait effleuré du bout des doigts n'était plus une simple anomalie. C'était une bombe. Et la détonation, elle le savait, n'atteindrait pas seulement Montaigne. Elle atteindrait tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, y compris Lise, dont l'avenir, si fragile, était désormais en jeu. La dignité bafouée d'Élise se réveillait, lentement, dangereusement. Elle n'avait pas le pouvoir de l'argent,
ni celui des contacts. Son pouvoir, c'était l'observation, la mémoire, les détails et le courage qui commençait à prendre racine dans son cœur fatigué. Comme une mauvaise herbe tenace, le tonnerre se rapprochait, et avec lui, la certitude qu'elle ne pourrait plus jamais être invisible. Le silence qu'elle avait toujours embrassé se brisait. Élise, armée de sa mémoire extraordinaire, ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait vu. La lumière rouge, le murmure, le nom sur le dossier, tout était lié. Sa routine, autrefois un bouclier d'invisibilité, était devenue une loupe. Elle connaissait le bâtiment mieux que son propriétaire. Chaque angle mort, chaque emplacement de caméra, chaque horaire de nettoyage. Sa compétence invisible ne se limitait pas à repérer la poussière. Elle consistait à déceler les motifs, les anomalies, le léger déplacement d'un objet qui racontait une histoire. Le lendemain matin, l'air portait encore le goût métallique de la pluie. Élise arriva plus tôt que d'habitude. Son cœur, d'ordinaire un tambour silencieux, battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle sentait le poids du dessin de Lise dans sa poche, un minuscule phare la guidant à travers l'obscurité. Elle se déplaça dans les bureaux déserts, le seul son étant le doux ronronnement du système de ventilation. Un contrepoint à ses propres respirations superficielles. Elle dévia de son chemin habituel. Une subtile altération, un petit acte de rébellion. Elle se dirigea directement vers le bureau de Montaigne. La porte, habituellement verrouillée, était entr'ouverte. Un courant d'air froid lui caressa les chevilles. À l'intérieur, la pièce était exactement comme elle s'en souvenait, mais subtilement différente. La photographie encadrée était toujours là, mais la lumière rouge avait disparu, évanouie. Un frisson, plus froid que le matin parisien, lui parcourut l'échine. Il savait, ou du moins, ils avaient agi. Mais Élise n'était pas juste une femme de ménage. Elle était une observatrice. Ses yeux, entraînés pendant des années à repérer la boucle d'oreille oubliée ou le document égaré, scannèrent la pièce. La corbeille à papier. À moitié cachée sous un mémo froissé, une minuscule clé USB. Elle était trop petite pour être remarquée par quiconque. Une aiguille numérique dans une botte de foin de déchets corporatifs. Ses doigts, rapides et exercés, la récupérèrent. Une étincelle de triomphe, froide et brève, s'alluma en elle. C'était ça, le vestige, la preuve. Mais quelle preuve? Et comment la déchiffrer? Elle glissa la clé USB profondément dans sa poche, à côté du dessin de Lise. La chaleur de l'œuvre de l'enfant semblait imprégner le plastique froid d'un étrange pouvoir. Ce n'était plus seulement pour elle, c'était pour Lise. Pour toutes les Lises qui méritaient une vie libérée des ombres. Le système, ce réseau invisible de pouvoir et de privilèges, avait tenté d'effacer les preuves. Mais il avait sous-estimé la femme invisible. Il avait sous-estimé sa mémoire, sa veille silencieuse. Plus tard ce jour-là, après son service, Élise se retrouva dans un petit cybercafé, ses fenêtres embuées, l'odeur de café éventé se mêlant au goût métallique de la pluie à l'extérieur. Ses doigts, habituellement habiles avec une serpillière et un seau, manipulèrent maladroitement la minuscule clé USB. Elle la brancha sur un vieil ordinateur, le cœur battant à tout rompre. L'écran vacilla. Un seul fichier, pas de nom, juste qu'une suite de chiffres. Elle cliqua. Une voix claire et froide emplit ses oreilles. C'était Montaigne, discutant de chiffres, de dates, d'un projet de réaménagement qui semblait inoffensif en surface. Mais ensuite, le ton changea. Des murmures d'éviction forcée, d'indemnité minimale, de silence des autorités. Un frisson la saisit. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de vie, de foyer, et du mépris cynique pour ceux qui se mettaient en travers du progrès. Son esprit s'emballa, reliant les points. Le dossier qu'elle avait vu, les chiffres, les dates. Tout se mettait en place, un puzzle terrifiant. Elle devait agir. Mais comment? Elle était une femme de ménage. Elle n'avait aucune connexion, aucun pouvoir. Seulement ce minuscule morceau de plastique incriminant. Élise. Lise qui apprenait à lire, dont les petits doigts traçaient des lettres dans son cahier d'école. Lise
qui méritait un avenir bâti sur la vérité, pas sur les mensonges d'hommes puissants. Élise pensa à la petite maison que Lise avait dessinée, un symbole de sécurité, de foyer. Et maintenant, elle détenait la preuve que Montaigne détruisait systématiquement de tels foyers. Elle se souvint du visage sérieux de Lise lorsqu'elle avait demandé « Grand-mère, pourquoi les gens sont-ils méchants ?» Élise n'avait pas eu de bonne réponse alors. Mais maintenant, elle avait un but. Elle devait trouver un moyen d'exposer cela. Elle enregistra une copie du fichier sur l'ordinateur, puis le supprima rapidement de la clé USB, ses mouvements précis, presque instinctifs. Elle connaissait les risques. Il ne s'agissait plus seulement d'un secret. Il s'agissait d'une guerre. Une guerre entre l'invisible et l'intouchable. Et elle, Élise Moreau, était en première ligne, armée d'une vérité qui pouvait briser un empire. La pluie à l'extérieur s'intensifia, tambourinant contre la fenêtre du café, reflétant la tempête qui grondait en elle. Elle avait un plan, naissant et fragile, mais un plan tout de même. Une stratégie née non pas du pouvoir, mais d'un amour tranquille et féroce. Elle protégerait Lise, elle protégerait la vérité. Même si cela signifiait sortir des ombres et entrer dans la lumière aveuglante du danger. C'était son premier mouvement, son premier pas sur un champ de bataille qu'elle n'aurait jamais imaginé habiter. Et elle savait, avec une certitude qui la terrifiait et l'enhardissait à la fois, que Montaigne réaliserait bientôt qu'il avait sous-estimé le pouvoir d'une femme invisible. Toi, qui écoutes cette histoire, te sens-tu parfois invisible? Toi aussi, peut-être, as-tu en toi une force insoupçonnée. Si tu as perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle-moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là maintenant. Le vent de Paris, à 4 heures du matin, est une lame de rasoir. Il siffle entre les immeubles haussmanniens, s'infiltre sous les manteaux usés et vous rappelle la solitude. C'est l'heure où les ombres se lèvent, où les bruits métalliques du RER résonnent dans le froid, et où Élise Moreau commence sa chorégraphie silencieuse. 47 ans, invisible. Elle traverse la ville endormie, le corps fatigué, l'esprit en alerte. Chaque jour, la même routine. Chaque jour. Le même chariot qui grince sur le marbre des halls déserts. Un son familier, presque une respiration. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un murmure, un souffle à peine audible, mais qui, pour les oreilles d'Élise, rompait le silence aseptisé des bureaux de Montaigne Immobilier. Elle passait le chiffon sur une table de verre, ses doigts connaissant chaque recoin, chaque grain de poussière. Et là, un détail, une petite lumière rouge, clignotante, derrière un cadre photo. Un simple cadre, mais qui ne devrait pas être là. Et le son, ce murmure électronique, à peine perceptible sous le grondement lointain du tonnerre qui commençait à rouler sur la ville. C'était un vestige, une anomalie. Élise, avec sa mémoire photographique, enregistrait tout. Sans le savoir, elle venait de planter la graine d'une tempête. Une tempête qui menaçait de tout emporter. Si des histoires comme celle-ci ne peuvent pas se perdre dans l'obscurité, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuie pour suivre maintenant, avant que la prochaine révélation ne te dépasse. Dans son casier, caché derrière sa blouse de travail, une feuille de papier froissée, un dessin d'enfant, une petite maison aux fenêtres joyeuses, un soleil immense. Lise, sa petite fille, l'enjeu de tout, le symbole de ce qu'elle voulait protéger, de ce qu'elle n'avait jamais eu. Et ce matin, cette maison innocente semblait vaciller sous les éclairs silencieux qui traversaient l'air lourd. Le murmure grandissait, se mêlant au rythme lointain des sirènes de police. Un son familier à Paris, mais qui, ce matin, prenait une résonance sinistre. Ce n'était pas un vent, pas la pluie. C'était une voix, capturée, enregistrée. Élise se souvenait de la veille, d'un instant fugace. Un dossier posé nonchalamment sur le bureau d'Antoine de Montaigne, ce titan de l'immobilier. Un nom,
une date, des chiffres, une manchette qu'elle avait balayée de son regard aiguisé, sans y prêter attention sur le moment, mais que sa mémoire, elle, avait, comme toujours, capturé, photographié. Maintenant, cette image revenait, obsédante. Le magnat, un homme dont le nom s'étalait sur les gratte-ciels de Paris, un philanthrope au sourire calculé pour les caméras, et ce murmure, cette petite lumière rouge, révélait une autre facette de l'homme, une fissure dans la façade impeccable. Élise n'était qu'une femme de ménage, une ombre parmi tant d'autres dans le balai incessant de cette ville. Sa vie, une succession de compromis amers, de loyers à payer, de rêves simples écrasés sous le poids des factures. Mais la menace qui planait sur ce secret n'était pas que celle d'un homme. C'était un système. Une machinerie silencieuse, implacable, faite de contrats obscurs, de clauses cachées, de silences complices. Des voitures aux vitres teintées qui passaient sans un bruit dans les rues humides. Des portes qui se fermaient avec une précision chirurgicale, scellant des destins. L'empire de Montaigne, un colosse. Construit, elle le savait, sur le dos des invisibles. Des gens comme elle. Élise. Le visage de sa petite fille, cette promesse d'une vie meilleure, libre des chaînes de l'humiliation qu'Élise avait toujours subies. C'était pour elle qu'Élise avait toujours plié l'échine, acceptant l'indifférence, les regards fuyants. Mais une ligne rouge venait d'être franchie. Ce secret, qu'elle avait effleuré du bout des doigts, n'était plus une simple anomalie. C'était une bombe. Et la détonation, elle le savait, n'atteindrait pas seulement Montaigne. Elle atteindrait tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, y compris Lise, dont l'avenir, si fragile, était désormais en jeu. La dignité bafouée d'Élise se réveillait. Lentement, dangereusement. Elle n'avait pas le pouvoir de l'argent, ni celui des contacts. Son pouvoir, c'était l'observation, la mémoire, les détails, et le courage qui commençait à prendre racine dans son cœur fatigué, comme une mauvaise herbe tenace. Le tonnerre se rapprochait, et avec lui, la certitude qu'elle ne pourrait plus jamais être invisible. Le silence qu'elle avait toujours embrassé se brisait. Élise, armée de sa mémoire extraordinaire, ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait vu. La lumière rouge, le murmure, le nom sur le dossier. Tout était lié. Sa routine, autrefois un bouclier d'invisibilité, était devenue une loupe. Elle connaissait le bâtiment mieux que son propriétaire. Chaque angle mort, chaque emplacement de caméra, chaque horaire de nettoyage. Sa compétence invisible ne se limitait pas à repérer la poussière. Elle consistait à déceler les motifs, les anomalies, le léger déplacement d'un objet qui racontait une histoire. Le lendemain matin, l'air portait encore le goût métallique de la pluie. Élise arriva plus tôt que d'habitude. Son cœur, d'ordinaire un tambour silencieux, battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle sentait le poids du dessin de Lise dans sa poche, un minuscule phare la guidant à travers l'obscurité. Elle se déplaça dans les bureaux déserts, le seul son étant le doux ronronnement du système de ventilation, un contrepoint à ses propres respirations superficielles. Elle dévia de son chemin habituel, une subtile altération. Un petit acte de rébellion. Elle se dirigea directement vers le bureau de Montaigne. La porte, habituellement verrouillée, était entr'ouverte. Un courant d'air froid lui caressa les chevilles. À l'intérieur, la pièce était exactement comme elle s'en souvenait, mais subtilement différente. La photographie encadrée était toujours là, mais la lumière rouge avait disparu, évanouie. Un frisson, plus froid que le matin parisien, lui parcourut l'échine. Il savait, ou du moins, ils avaient agi. Mais Élise n'était pas juste une femme de ménage, elle était une observatrice. Ses yeux, entraînés pendant des années à repérer la boucle d'oreille oubliée ou le document égaré, scannèrent la pièce. La corbeille à papier. À moitié cachée sous un mémo froissé, une minuscule clé USB. Elle était trop petite pour être remarquée par quiconque. Une aiguille numérique dans une botte de foin de déchets corporatifs.
Ses doigts, rapides et exercés, la récupérèrent. Une étincelle de triomphe, froide et brève, s'alluma en elle. Ce n'était plus seulement pour elle, c'était pour Lise, pour toutes les Lises qui méritaient une vie libérée des ombres. Le système, ce réseau invisible de pouvoir et de privilèges, avait tenté d'effacer les preuves. Mais il avait sous-estimé la femme invisible. Il avait sous-estimé sa mémoire, sa veille silencieuse. Plus tard ce jour-là, après son service, Élise se retrouva dans un petit cybercafé, ses fenêtres embuées. L'odeur de café éventé se mêlant au goût métallique de la pluie à l'extérieur. Ses doigts, habituellement habiles avec une serpillière et un seau, manipulèrent maladroitement la minuscule clé USB. Elle la brancha sur un vieil ordinateur, le cœur battant à tout rompre. L'écran vacilla. Un seul fichier. Pas de nom, juste une suite de chiffres. Elle cliqua. Une voix claire et froide emplit ses oreilles. C'était Montaigne. Discutant de chiffres, de dates, d'un projet de réaménagement qui semblait inoffensif en surface. Mais ensuite, le ton changea. Des murmures d'éviction forcée, d'indemnité minimale, de silence des autorités. Un frisson la saisit. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de vie, de foyer et du mépris cynique pour ceux qui se mettaient en travers du progrès. Son esprit s'emballa, reliant les points. Le dossier qu'elle avait vu, les chiffres, les dates. Tout se mettait en place, un puzzle terrifiant. Elle devait agir, mais comment? Elle était une femme de ménage. Elle n'avait aucune connexion, aucun pouvoir. Seulement ce minuscule morceau de plastique incriminant. Et Lise. Lise qui apprenait à lire, dont les petits doigts traçaient des lettres dans son cahier d'école. Lise qui méritait un avenir bâti sur la vérité, pas sur les mensonges d'hommes puissants. Élise pensa à la petite maison que Lise avait dessinée. Un symbole de sécurité, de foyer. Et maintenant, elle détenait la preuve que Montaigne détruisait systématiquement de tels foyers. Elle se souvint du visage sérieux de Lise lorsqu'elle avait demandé « Grand-mère, pourquoi les gens sont-ils méchants ?» Élise n'avait pas eu de bonne réponse alors. Mais maintenant, elle avait un but. Elle devait trouver un moyen d'exposer cela. Elle enregistra une copie du fichier sur l'ordinateur, puis le supprima rapidement de la clé USB, ses mouvements précis, presque instinctifs. Elle connaissait les risques. Il ne s'agissait plus seulement d'un secret. Il s'agissait d'une guerre entre l'invisible et l'intouchable. Et elle, Élise Moreau, était en première ligne, armée d'une vérité qui pouvait briser un empire. La pluie à l'extérieur s'intensifia, tambourinant contre la fenêtre du café, reflétant la tempête qui grondait en elle. Elle avait un plan, naissant et fragile, mais un plan tout de même. Une stratégie, née non pas du pouvoir, mais d'un amour tranquille et féroce. Elle protégerait Lise, elle protégerait la vérité, même si cela signifiait sortir des ombres et entrer dans la lumière aveuglante du danger. C'était son premier mouvement, son premier pas sur un champ de bataille qu'elle n'aurait jamais imaginé habiter. Et elle savait, avec une certitude qui la terrifiait et l'enhardissait à la fois, que Montaigne réaliserait bientôt qu'il avait sous-estimé le pouvoir d'une femme invisible. Toi, qui écoutes cette histoire, te sens-tu parfois invisible? Toi aussi, peut-être, as-tu en toi une force insoupçonnée. Si tu as perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle-moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Le lendemain, Élise ne se rendit pas directement au bureau de Montaigne. Au lieu de cela, elle prit un RER vers la banlieue est de Paris, un quartier dont le nom, Belleville, évoquait une autre époque, loin des tours de verre. Elle portait un sac en toile usée, la clé USB bien au fond, enveloppée dans un mouchoir. L'odeur de pain frais et de café fort emplissait l'air, un contraste saisissant avec l'asepsie des bureaux qu'elle nettoyait. Elle cherchait un nom, un visage. Le dossier qu'elle avait balayé du regard, cette manchette de journal oubliée, contenait une information cruciale. Un avocat, maître Dubois, connu pour défendre les petits contre les grands, avait été mentionné en lien avec une précédente affaire immobilière impliquant Montaigne. Un petit détail, insignifiant pour la plupart,
Mais pas pour Élise. Elle trouva son cabinet dans une ruelle étroite, au-dessus d'une boulangerie. La porte en bois grinçait, le carrelage était usé. Rien à voir avec le marbre poli des bureaux de Montaigne. Une jeune femme, l'air fatigué mais les regards vifs, l'accueillit. Élise sentit une bouffée de courage, mêlée d'une peur persistante. Elle n'était pas habituée à parler, à demander, à être vue. Son rôle était de s'effacer. Mais Lise, cette petite flamme innocente, était sa boussole. Elle expliqua, d'une voix hésitante au début, puis plus assurée, l'histoire du murmure, de la clé USB, des chiffres. Elle vit le regard de la jeune femme changer, passer de la politesse distraite à une attention aiguisée. C'était la première fois qu'Élise transférait le poids de son secret, le partageait avec quelqu'un qui peut-être pouvait le porter. Elle ne donna pas la clé USB. Pas encore. Elle raconta ce qu'elle avait entendu. Maître Dubois était absent, mais sa stagiaire, une certaine Chloé, écoutait attentivement, prenant des notes sur un carnet aux pages noircies. Chloé posa des questions précises, des questions qu'Élise, avec sa mémoire photographique, put répondre avec une exactitude déconcertante. Les dates, les noms des entreprises citées, même le ton de voix de Montaigne. C'était un interrogatoire doux, mais profond. Élise réalisa alors que sa compétence, son don d'observation, était une arme. Non pas une arme de destruction, mais de vérité. En sortant du cabinet, le soleil terçait les nuages, illuminant les pavés humides. Un parfum de café chaud la suivait. Chloé lui avait promis de parler à Maître Dubois. C'était un petit pas de fourmi contre un géant, mais c'était un début. Élise sentit un léger soulagement, mais aussi une anxiété nouvelle. Elle avait attiré l'attention. Elle n'était plus complètement invisible. Le système de Montaigne, ce réseau tentaculaire, allait-il sentir sa présence? Elle devait être plus prudente, plus astucieuse. Elle pensa à Lise, à sa question sur la méchanceté. Elle devait montrer à Lise que la bonté, même invisible, pouvait aussi être puissante. Elle avait un rôle à jouer, un plan à affiner. Et la prochaine étape, elle le savait, serait de retourner dans l'antre de la bête, pour y dénicher d'autres preuves, d'autres murmures. En sortant du cabinet, le soleil perçait les nuages, illuminant les pavés humides. Un parfum de café chaud la suivait. Chloé lui avait promis de parler à Maître Dubois. C'était un petit pas de fourmi contre un géant, mais c'était un début. Élise sentit un léger soulagement, mais aussi une anxiété nouvelle. Elle avait attiré l'attention. Elle n'était plus complètement invisible. Le système de Montaigne, ce réseau tentaculaire, allait-il sentir sa présence? Elle devait être plus prudente, plus astucieuse. Elle pensa à Lise, à sa question sur la méchanceté. Elle devait montrer à Lise que la bonté, même invisible, pouvait aussi être puissante. Elle avait un rôle à jouer, un plan à affiner. Et la prochaine étape, elle le savait, serait de retourner dans l'antre de la bête pour y dénicher d'autres preuves, d'autres murmures. Le lendemain, le silence des bureaux de Montaigne Immobilier semblait plus lourd. Le grincement habituel de son chariot résonnait comme un avertissement. Élise, ses sens aiguisés par la veille et l'adrénaline, percevait chaque nuance. Le personnel de sécurité, d'ordinaire discret, la regardait avec une insistance nouvelle. Des regards fuyants, des hochements de tête à peine perceptibles entre eux. Le système veillait. Il avait des yeux partout, des oreilles dans les murs. Elle se dirigea vers l'aile des archives, un labyrinthe de rayonnage poussiéreux, rarement visité. C'était là, elle en était sûre, que les détails du projet de réaménagement seraient enfouis, loin des regards indiscrets. L'odeur de vieux papier et de poussière lui piquait les narines, un parfum d'histoire oubliée. Elle se souvenait d'un numéro de dossier, un chiffre aperçu sur la manchette du journal de Montaigne, un vestige encore inexploité. Elle le cherchait, ses doigts parcourant les étiquettes jaunies, le cœur battant à un rythme irrégulier. Le temps pressait. Soudain, un bruit. Un pas lourd, feutré, se rapprochant. Élise se figea, le souffle coupé.
Elle se glissa derrière une pile de boîtes, son corps se faisant le plus petit possible. Une silhouette massive, celle de l'agent de sécurité en chef, un homme au visage dur qu'elle croisa. Il balaya les allées, son regard d'acier perçant l'obscurité. Élise sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Il ne cherchait pas seulement des preuves effacées. Il la cherchait, elle. Le garde s'éloigna, mais le petit appareil clignotait, un œil électronique désormais posté dans le labyrinthe. Élise savait qu'elle avait peu de temps. Ses yeux, rapides, scannèrent le rayonnage. Et là, le numéro, le dossier qu'elle cherchait. Elle l'attrapa, ses doigts tremblants, et en tira quelques documents, des plans, des listes d'adresses, des estimations de coûts, des noms de famille, des vies. Elle les glissa sous sa blouse, la texture rêche du papier contre sa peau. Elle devait sortir de là. Mais l'appareil clignotait. Elle pensa à Lise, à sa maison dessinée, à la sécurité qu'elle représentait. Ce n'était plus seulement un secret, c'était une course contre la montre. Elle se souvenait d'une issue de secours, rarement utilisée, menant à une ruelle sombre derrière le bâtiment. Une route qu'elle avait cartographiée dans sa tête, comme elle le faisait pour chaque espace qu'elle nettoyait. Son pouvoir, c'était de connaître les ombres. Elle traversa les allées, ses pas légers, évitant le rayon du détecteur. Le vent s'engouffrait par une bouche d'aération, portant l'odeur de la pluie à venir. Elle atteignit la porte de secours, l'ouvrit avec précaution. L'air frais de la ruelle l'accueillit, un mélange d'humidité et dégoût. Elle referma la porte derrière elle, le claquement sourd résonnant dans le silence. Elle avait échappé à la surveillance directe, mais en sortant dans la rue principale, un autre détail glaça son sang. Une voiture noire, aux vitres teintées, stationnée un peu plus loin que d'habitude. Elle ne l'avait jamais vue là. Et un homme, à l'intérieur, baissait les yeux sur un journal, mais son reflet dans la vitre latérale trahissait un regard attentif, dirigé vers elle. Un frisson lui parcourut l'échine. Il l'avait repérée. Elle avait les documents, la preuve, mais elle était désormais une cible. Elle pressa le pas, le cœur battant la chamade, l'odeur de l'essence se mêlant à celle du danger. La voiture démarra. Lentement, elle ne la suivait pas de près, mais maintenait une distance constante. C'était un avertissement, une démonstration de force silencieuse. Élise comprit. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Elle n'avait jamais été aussi seule, et pourtant jamais aussi déterminée. Si tu as perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle-moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Elle sentait le poids des documents sous sa blouse. Un fardeau lourd, mais aussi une promesse. La voiture noire ne la suivit pas jusqu'à son petit appartement du 19e arrondissement, près du parc des Buttes-Chaumont. Elle s'évanouit discrètement quelques rues plus loin, un fantôme se dissolvant dans la circulation parisienne. Mais le message était clair. Il savait. Pas ce qu'elle détenait, peut-être, mais qu'elle n'était plus seulement une femme de ménage invisible. Elle était devenue une menace. Élise entra chez elle, le souffle court, l'odeur de poussière et de vieux papier imprégnant encore ses vêtements. La petite cuisine, son sanctuaire de silence, semblait soudain trop petite, trop exposée. Elle posa les documents sur la table, ses mains tremblantes. Des plans à noter, des noms d'immeubles, des parcelles de terrain, et cette liste. Une liste de noms, des adresses modestes, des familles qui, comme elle, vivaient dans l'ombre. Des gens qui allaient être déplacés, leur vie déracinée, pour faire place à une nouvelle tour de Montaigne. La même tour qui s'élevait, impeccable et glaciale, devant les yeux de Lise, chaque matin sur le chemin de l'école. Elle se rappela la voix de Montaigne sur l'enregistrement, son ton détaché, presque clinique, parlant d'éviction forcée. C'était ça, la vérité, derrière les sourires de philanthropes. C'était ça, la violence du système. Mais maintenant, elle avait des noms, des visages, des vies. Et la clé USB, son double numérique, était en sécurité, cachée dans une boîte de thé vide au fond du placard. Le dessin de Lise, épinglé au mur, la regardait. La petite maison aux fenêtres joyeuses.
Comment expliquer à Lise que des hommes puissants pouvaient détruire des maisons, des vies, juste pour construire les leurs? Élise ne voulait pas que Lise grandisse dans un monde où l'invisibilité était synonyme d'impuissance. Elle passa la nuit sans dormir, le thé froid à ses côtés, les documents étalés sur la table. Elle repensait à chaque détail du bâtiment Montaigne. Les couloirs, les ascenseurs de service, les caméras de surveillance, les horaires des agents. Elle les connaissait par cœur. Et elle connaissait aussi les failles, les angles morts, les moments de relâchement, les habitudes prévisibles. Le détecteur de mouvement que l'agent avait posé dans les archives, c'était un message clair. Ils avaient verrouillé l'accès. Mais il y avait d'autres chemins, d'autres vérités à déterrer. Elle pensait à Chloé, la stagiaire de Maître Dubois. Une jeune femme avec le même feu dans les yeux que Lise, un désir de justice inébranlable. Élise devait la contacter, mais pas par téléphone. Non, le système de Montaigne ne la suivait pas seulement en voiture. Il écoutait, il voyait tout. Un plan commença à prendre forme dans son esprit, complexe, audacieux, né de ses années d'observation silencieuse. Elle allait utiliser son invisibilité comme une arme. Elle allait se fondre dans le décor, devenir une ombre encore plus impénétrable. Elle se souvint des horaires de livraison du cabinet de Maître Dubois, des coursiers qui passaient chaque matin, des enveloppes anonymes qui transitaient. Une opportunité. Le lendemain, Élise ne se rendit pas à son travail chez Montaigne. Une fausse grippe, un message téléphonique enregistré d'une voix rauque. Elle ne pouvait pas prendre le risque d'y retourner tout de suite. Le danger était trop grand. Elle prit le RER de nouveau, mais cette fois, elle changea de ligne, de wagon, observant les reflets dans les vitres, les visages des passants. Elle devait s'assurer de ne pas être suivie. Elle se rendit à la poste, une petite succursale discrète près de la gare du Nord. Elle acheta une enveloppe, un timbre. Ses doigts, si précis pour nettoyer, glissèrent la clé USB à l'intérieur, avec une copie des documents qu'elle avait photocopiés en douce dans un petit commerce de quartier, son cœur battant à tout rompre à chaque clic de la machine. Elle écrivit l'adresse du cabinet de Maître Dubois, mais sans mentionner son nom. Juste pour Chloé. Un message simple, mais qui, elle l'espérait, parlerait de lui-même. En déposant l'enveloppe dans la fente, elle sentit le froid du métal. C'était un acte de foi, un pari risqué. Elle avait transféré le secret, la preuve, à une autre personne. Elle avait donné une partie de son autorité tactique à Chloé, comptant sur son intelligence, sur son intégrité. Elle n'était plus seule. La solitude, ce manteau qu'elle avait toujours porté, commençait à se déchirer. Mais le système de Montaigne était vaste. Ses tentacules s'étendaient loin. Ils avaient déjà montré qu'ils étaient capables de réagir vite. Ils avaient un opérateur, celui de la voiture noire, un homme sans visage, mais dont la présence était glaçante. Élise savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne comprenne ce qu'elle avait fait. Elle avait gagné un répit, mais à quel prix? Elle devait anticiper leur prochaine étape. Quelle serait la riposte du Titan? Elle le sentait. Le vent froid de Paris portait déjà les prémices d'une confrontation plus directe, plus brutale. Le silence dans les bureaux de Montaigne Immobilier, ce matin-là, était lourd, différent. Le ronronnement habituel de la ventilation semblait une respiration retenue. Élise n'était pas là. Son absence, un trou dans la routine méticuleuse, ne passa pas inaperçu. L'agent de sécurité en chef, au visage dur, remarqua le casier d'Élise, ouvert, vide. Le chariot de ménage, d'ordinaire à sa place, était absent. Une petite anomalie, vite signalée. Antoine de Montaigne, dans son bureau impeccable, sentit une irritation monter. Il était habitué à l'ordre, à la prévisibilité. Une femme de ménage absente, ce n'était rien. Mais l'absence des documents, celle du cadre photo et de la petite lumière rouge, signalée par son assistant personnel, c'était une autre histoire. Une ombre, une fissure dans son empire de verre. Le magnat, habituellement si calme,
serra les mâchoires. Il comprit que le murmure qu'il avait cru confiné dans le silence de son bureau avait trouvé une voie. L'opérateur, l'homme de la voiture noire, ne perdit pas de temps. Son visage, sans expression, reflétait une efficacité glaciale. Il se rendit à l'adresse d'Élise, dans le 19e. La porte de l'immeuble, délabrée, grinçait. L'odeur du plat de la veille et du linge humide emplissait le couloir. Il n'y avait personne, juste le silence. Mais sur la porte d'Élise, il laissa sa marque. Un petit autocollant transparent, un code-barre discret, à peine visible à l'œil nu. Une promesse silencieuse de surveillance constante. Un avertissement glaçant. Élise, elle, s'était réfugiée chez une amie, Marie, dans un quartier plus populaire, loin des tours de verre. L'odeur de la soupe de légumes qui mijotait sur le feu apportait un réconfort illusoire. Elle sentait le poids de sa décision. Le danger était palpable. Elle regardait les photos de Lise, posées sur la cheminée. La petite maison dessinée par sa petite fille, ce symbole d'innocence, lui revenait en mémoire. Mais cette fois, elle semblait assiégée. Elle avait mis Lise en danger. Cette pensée, plus que toute autre, lui serra la gorge. C'était sa micro-défaite. Le prix de sa quête de vérité était peut-être trop lourd. Pendant ce temps, à Belleville, Chloé, la stagiaire de Maître Dubois, ouvrait la boîte aux lettres du cabinet. Une enveloppe anonyme, l'écriture soignée, presque enfantine, de l'adresse la surprit. À l'intérieur, la minuscule clé USB et une copie des documents. Chloé sentit une poussée d'adrénaline. Elle se souvenait d'Élise, de sa mémoire photographique, de son récit précis. Elle brancha la clé. Le fichier, une fois ouvert, révéla l'enregistrement de Montaigne, sa voix froide, les détails des évictions forcées. Chloé, le regard vif, comprit l'ampleur de l'affaire. Ce n'était pas qu'un secret, c'était un scandale. Elle passa la soirée à analyser les documents, à croiser les informations avec des articles de presse, des registres fonciers. La toile d'araignée de l'Empire Montaigne se dessinait, complexe, impitoyable. Des filiales cachées, des transactions douteuses, des pressions sur des élus locaux. Chloé, jeune mais brillante, voyait le tableau d'ensemble. Elle sentait l'urgence. Le plan d'Élise, basé sur l'invisible, commençait à prendre forme dans l'esprit de Chloé. Elle était désormais la boussole tactique, guidée par la vérité que la femme de ménage avait déterrée. Élise, chez Marie, recevait un appel anonyme. Une voix métallique, à peine audible, lui dit « Rentrez chez vous ». Puis, le silence. Le message était clair. Il savait où la trouver, même chez son amie. Le réseau de Montaigne était partout. Elle se sentait prise au piège. Le froid de la peur lui glaçait les os. Elle devait être plus astucieuse. Elle pensa à la question de Lise sur la méchanceté. Elle devait lui montrer que même face à une telle puissance, la lumière de la vérité pouvait percer l'obscurité. Elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester cachée. Elle devait riposter. Elle se rappela les habitudes de Montaigne, ses trajets quotidiens, ses rendez-vous publics. Il y avait une faille, un moment où le Titan était vulnérable, un événement caritatif, une inauguration. Un lieu public où les ombres pouvaient se faufiler et où la vérité, même murmurée, pouvait résonner. La colère montait en elle, une flamme froide et déterminée. Elle n'était plus seulement une femme invisible. Elle était une force. La nuit tomba sur Paris, et avec elle, une pluie fine, persistante. Les bruits de la ville, d'ordinaire apaisants, semblaient porter les échos de la menace. Élise, malgré sa peur, commença à élaborer son propre plan. Une stratégie née de l'observation minutieuse des années passées à être une ombre. Elle allait utiliser les propres outils de Montaigne contre lui. Le système l'avait rendue invisible. Elle allait transformer cette invisibilité en une arme redoutable. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Pas pour Lise. Elle repensa à l'appel anonyme, à la voix métallique,
C'était un avertissement, mais aussi une confirmation. Ils étaient sur sa piste, mais ils ne savaient pas qu'elle avait déjà transféré l'épreuve. Ils sous-estimaient son courage, sa détermination. Ils sous-estimaient la force d'une grand-mère. Et la prochaine étape, elle le savait, serait de frapper là où Montaigne se sentait le plus intouchable. Elle allait démasquer l'homme derrière le philanthrope. La nuit tomba sur Paris, et avec elle, une pluie fine, persistante. Les bruits de la ville, d'ordinaire apaisants, semblaient porter les échos de la menace. Élise, malgré sa peur, commença à élaborer son propre plan. Une stratégie née de l'observation minutieuse des années passées à être une ombre. Elle allait utiliser les propres outils de Montaigne contre lui. Le système l'avait rendu invisible. Elle allait transformer cette invisibilité en une arme redoutable. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Pas pour Lise. Elle repensa à l'appel anonyme, à la voix métallique. C'était un avertissement, mais aussi une confirmation. Ils étaient sur sa piste, mais ils ne savaient pas qu'elle avait déjà transféré l'épreuve. Ils sous-estimaient son courage, sa détermination. Ils sous-estimaient la force d'une grand-mère. Et la prochaine étape, elle le savait, serait de frapper là où Montaigne se sentait le plus intouchable. Elle allait démasquer l'homme derrière le philanthrope. Dans le petit appartement de Marie, l'air était lourd d'une tension nouvelle. Élise, les documents étalés devant elle, traçait des lignes sur une carte de Paris. Elle connaissait chaque ruelle, chaque passage dérobé, chaque recoin où les caméras ne regardaient pas. Sa mémoire photographique, cette compétence invisible, était son atout le plus précieux. Elle se souvenait d'un événement, une inauguration de la nouvelle Fondation Montaigne, prévue pour la semaine suivante. Un spectacle public, une célébration de sa générosité, le lieu idéal pour briser son image. Elle devait contacter Chloé. Pas de téléphone, pas d'email. Trop risqué. Elle se rappela les habitudes de Maître Dubois, ses déjeuners réguliers dans un petit bistrot du quartier latin, toujours à la même heure. Une routine, une faille. Elle écrirait une lettre, à la main, sur un papier ordinaire, sans signature, juste quelques mots-clés. Une allusion à la petite lumière rouge qu'elle avait vue clignoter dans le bureau de Montaigne. Ce détail anodin qui, elle le savait, cachait quelque chose de plus grand. Elle y glisserait aussi l'adresse du bistrot, un rendez-vous discret pour Chloé, sans que le nom d'Élise n'apparaisse. Le lendemain, sous un ciel bas et gris, Élise se fondit dans la foule des passants. Elle observa le cabinet de Maître Dubois de loin, reconnaissant Chloé à sa démarche pressée, ses cahiers sous le bras. Puis elle se dirigea vers le bistrot. Elle s'assit à une table voisine de celle de Maître Dubois, commanda un café et attendit. Quand le maître sortit, laissant sa serviette sur la chaise, Élise glissa discrètement la lettre pliée à l'intérieur. Un geste furtif, invisible. Le cœur battant, elle se dit que Chloé la trouverait. Chloé, de son côté, avait plongé dans les documents. La clé USB révélait des fichiers audio, des conversations téléphoniques cryptées. Elle y découvrit la voix métallique qui avait menacé Élise. C'était celle d'un certain Monsieur Durand, un homme de main de Montaigne, dont le nom apparaissait sur des contrats de sécurité douteux. Le système avait un visage, ou du moins un nom d'emprunt. Chloé comprit que la menace était très réelle. Elle sentait le poids de sa responsabilité. La vie d'Élise et celle de toutes ses familles dépendaient d'elle. En rentrant au cabinet après sa pause déjeuner, elle trouva la lettre. Les mots d'Élise, ses allusions à la petite lumière rouge et à l'inauguration firent tilt dans son esprit. La lumière rouge. C'était un détecteur de mouvement, un système d'alarme miniature, que Montaigne utilisait pour protéger ses secrets les plus intimes. Élise avait vu juste. C'était un vestige, une piste. Chloé comprit le message. Élise voulait frapper au cœur de l'Empire, en pleine lumière. Le soir, Chloé contacta un journaliste d'investigation, Marc Dubois, un homme réputé pour son intégrité et sa discrétion. Elle lui expliqua l'affaire, lui montrant les preuves, les noms, les enregistrements. Marc, le visage grave, écouta attentivement. L'ampleur du scandale le saisit.
Il promit son aide, mais insista sur la prudence. Montaigne était puissant, ses ramifications s'étendaient loin. Il devait agir vite et avec une précision chirurgicale. Si tu as perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle-moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Pendant ce temps, l'opérateur de Montaigne, M. Durand, intensifiait sa surveillance. Il avait trouvé l'autocollant transparent sur la porte d'Élise. Il savait qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Son réseau d'informateurs lui signala son amie Marie. Il se posta discrètement près de l'immeuble, le regard froid et calculé. Il était une ombre, mais une ombre dotée d'une détermination implacable. Il attendait. Il savait qu'elle allait bouger. Élise, chez Marie, sentait l'étau se resserrer. Le silence de l'appartement semblait une prison. Elle regardait le dessin de Lise, la petite maison avec ses fenêtres joyeuses. L'idée que cette innocence puisse être brisée par la cruauté du monde la rongeait. Elle ne pouvait pas laisser Montaigne gagner. Elle devait être plus rapide, plus rusée. Elle se souvenait des paroles de Lise, de sa question sur la méchanceté. Elle allait lui montrer que même les plus petits pouvaient se battre. Elle élabora la dernière partie de son plan. L'inauguration. Montaigne allait y faire un discours, une célébration de sa propre grandeur. Élise allait utiliser ce moment, cette scène publique, pour révéler la vérité. Elle savait que la foule serait là, les caméras, les journalistes. Elle allait se fondre dans le décor, une fois de plus. Mais cette fois, elle ne serait pas une ombre silencieuse. Elle serait le reflet de la vérité. Le vent se leva, faisant danser les feuilles mortes dans les rues de Paris. Élise sentait le froid, mais aussi une chaleur nouvelle, celle de la détermination. Le chemin serait dangereux, semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Chloé, le journaliste, et toutes les familles menacées. C'était pour eux qu'elle se battait. La confrontation était inévitable, et elle savait qu'elle devait être prête à tout. Dans le petit appartement de Marie, l'air était lourd d'une tension nouvelle. Élise, les documents étalés devant elle, traçait des lignes sur une carte de Paris. Elle connaissait chaque ruelle, chaque passage dérobé, chaque recoin où les caméras ne regardaient pas. Sa mémoire photographique, cette compétence invisible, était son atout le plus précieux. Elle se souvenait d'un événement, une inauguration de la nouvelle fondation Montaigne prévue pour la semaine suivante. Un spectacle public, une célébration de sa générosité. Le lieu idéal pour briser son image. Elle devait contacter Chloé. Pas de téléphone, pas d'email. Trop risqué. Elle se rappela les habitudes de Maître Dubois, ses déjeuners réguliers dans un petit bistrot du quartier latin, toujours à la même heure. Une routine, une faille. Elle écrirait une lettre, à la main, sur un papier ordinaire, sans signature. Juste quelques mots-clés, une allusion à la petite lumière rouge qu'elle avait vue clignoter dans le bureau de Montaigne. Ce détail anodin, qui, elle le savait, cachait quelque chose de plus grand. Elle y glisserait aussi l'adresse du bistrot, un rendez-vous discret pour Chloé, sans que le nom d'Élise n'apparaisse. Le lendemain, sous un ciel bas et gris, Élise se fondit dans la foule des passants. Elle observa le cabinet de Maître Dubois de loin, reconnaissant Chloé à sa démarche pressée, ses cahiers sous le bras. Puis, elle se dirigea vers le bistrot. Elle s'assit à une table voisine de celle de Maître Dubois, commanda un café et attendit. Quand le maître sortit, laissant sa serviette sur la chaise, Élise glissa discrètement la lettre pliée à l'intérieur. Un geste furtif, invisible. Le cœur battant, elle se dit que Chloé la trouverait. Chloé, de son côté, avait plongé dans les documents. C'était celle d'un certain Monsieur Durand, un homme de main de Montaigne, dont le nom apparaissait sur des contrats de sécurité douteux. Le système avait un visage, ou du moins un nom d'emprunt. Chloé comprit que la menace était très réelle. Elle sentait le poids de sa responsabilité. La vie d'Élise et celle de toutes ses familles dépendaient d'elle. En rentrant au cabinet après sa pause déjeuner, elle trouva la lettre. Les mots d'Élise. «
Ces allusions à la petite lumière rouge et à l'inauguration firent tilt dans son esprit. La lumière rouge. C'était un détecteur de mouvement, un système d'alarme miniature que Montaigne utilisait pour protéger ses secrets les plus intimes. Élise avait vu juste. C'était un vestige, une piste. Chloé comprit le message. Élise voulait frapper au cœur de l'Empire en pleine lumière. Le soir, Chloé contacta un journaliste d'investigation, Marc Dubois, un homme réputé pour son intégrité et sa discrétion. Elle lui expliqua l'affaire, lui montrant les preuves, les noms, les enregistrements. Marc, le visage grave, écouta attentivement. L'ampleur du scandale le saisit. Il promit son aide, mais insista sur la prudence. Montaigne était puissant, ses ramifications s'étaient loin. Il devait agir vite, et avec une précision chirurgicale. Si tu as perçu le détail qu'ils ont fait semblant de ne pas voir, parle-moi dans les commentaires et écris « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là maintenant. Pendant ce temps, l'opérateur de Montaigne, M. Durand, intensifiait sa surveillance. Il avait trouvé l'autocollant transparent sur la porte d'Élise. Il savait qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Son réseau d'informateurs lui signala son ami Marie. Il se posta discrètement près de l'immeuble, le regard froid et calculé. Il était une ombre, mais une ombre dotée d'une détermination implacable. Il attendait. Il savait qu'elle allait bouger. Élise, chez Marie, sentait l'étau se resserrer. Le silence de l'appartement semblait une prison. Elle regardait le dessin de Lise, la petite maison avec ses fenêtres joyeuses. L'idée que cette innocence puisse être brisée par la cruauté du monde la rongeait. Elle ne pouvait pas laisser Montaigne gagner. Elle devait être plus rapide, plus rusée. Elle se souvenait des paroles de Lise, de sa question sur la méchanceté. Elle allait lui montrer que même les plus petits pouvaient se battre. Elle élabora la dernière partie de son plan, l'inauguration. Montaigne allait y faire un discours, une célébration de sa propre grandeur. Élise allait utiliser ce moment, cette scène publique, pour révéler la vérité. Elle savait que la foule serait là, les caméras, les journalistes. Elle allait se fondre dans le décor, une fois de plus. Mais cette fois, elle ne serait pas une ombre silencieuse. Elle serait le reflet de la vérité. Le vent se leva, faisant danser les feuilles mortes dans les rues de Paris. Élise sentait le froid, mais aussi une chaleur nouvelle, celle de la détermination. Le chemin serait dangereux, semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Chloé, le journaliste et toutes les familles menacées. C'est pour eux qu'elle se battait. La confrontation était inévitable, et elle savait qu'elle devait être prête à tout. Le jour de l'inauguration arriva, pâle et brumeux, comme si Paris retenait son souffle. Le grand bâtiment de la Fondation Montaigne, tout de verre et d'acier, brillait froidement sous un ciel menaçant. Des agents de sécurité patrouillaient, leurs oreillettes discrètes, leurs regards balayant la foule grandissante. Des banderoles de couleurs vives tentaient d'adoucir la froideur des lieux. Mais une tension électrique flottait dans l'air. Élise, vêtue d'un uniforme de traiteur anonyme, se fondait parfaitement parmi le personnel de service. Elle portait un plateau de verre vide, ses gestes précis, presque mécaniques. Son visage, habituellement transparent, était maintenant une toile vierge, indéchiffrable. Personne ne la remarquait. Elle était une ombre parmi les ombres. Mais cette fois, c'était un choix. L'odeur sucrée du champagne et des petits fours se mêlait à celle plus âpre de l'humidité du matin. Elle repensa à la petite lumière rouge, ce détecteur de mouvement qu'elle avait si souvent contourné dans le bureau de Montaigne. Elle savait comment le système fonctionnait, ses angles morts, ses délais de réaction. C'était sa connaissance intime du lieu, son escatement inversant. Elle allait utiliser la sécurité même de Montaigne contre lui. Elle avait repéré une porte de service menant directement à la zone technique sous l'estrade. Une zone où les caméras étaient moins nombreuses, où les agents se relâchaient. Un point faible, invisible pour tous, sauf pour elle. Au même moment, M. Durand, l'homme de main de Montaigne, était posté dans une voiture banalisée à quelques rues de là.
Son téléphone vibra. Une alerte. Le petit autocollant transparent qu'il avait posé sur la porte d'Élise venait de signaler un mouvement, mais pas à l'adresse de Marie. Une activation d'un point de relais qu'il avait discrètement placé près de la station de RER où Élise avait l'habitude de transiter. Il comprit qu'elle était en mouvement, mais pas haut. Son visage se durcit. Elle était plus rusée qu'il ne l'avait imaginé. Chloé, elle, était déjà dans la foule, aux côtés de Marc, le journaliste. Elle portait un petit sac discret, contenant une tablette et un micro-enregistreur. Marc ajustait son appareil photo, son regard scrutant la scène. Ils attendaient le signal d'Élise. Le journaliste avait déjà préparé son article, ses questions incisives basées sur les preuves de la clé USB. L'enregistrement de Montaigne, sa voix froide parlant d'éviction forcée, serait le coup de grâce. La vérité était prête à éclater. Élise, à l'intérieur, traversa la cuisine de service, l'odeur âcre de la javel et des graisses cuites piquant ses narines. Elle se dirigea vers la porte de service, son cœur battant à un rythme régulier. Elle savait que chaque seconde comptait. Le discours de Montaigne allait commencer. C'était son moment. Le moment de révéler l'homme derrière le philanthrope, de briser le miroir de son image publique. Le prix de cette vérité serait-il trop élevé pour elle? Élise s'engouffra dans le couloir de service. L'air y était plus froid, saturé de l'odeur métallique des conduits d'aération. Ses pas résonnaient sur le béton brut, un contraste saisissant avec le silence feutré des bureaux. Elle connaissait ce labyrinthe. Chaque porte, chaque interrupteur, chaque recoin sombre. Elle avait vu les techniciens, les ingénieurs, les équipes de maintenance y passer, leurs visages fatigués, leurs conversations hachées. Elle était une de ces ombres, capable de se fondre dans le décor, de devenir invisible. Ses doigts effleurèrent un interrupteur, celui d'une petite lumière rouge de maintenance, à peine visible. Un signal. Au même instant, dans la foule, Chloé sentit son téléphone vibrer. Un message crypté, une seule image. La petite lumière rouge, le vestige, le signal. Son cœur s'accéléra. Marc, à ses côtés, la regarda, le sourcil levé. « C'est le moment », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, au-dessus du brouhaha. Elle sortit la tablette de son sac, ses doigts tapant frénétiquement. Antoine de Montaigne monta sur l'estrade, un sourire confiant figé sur son visage. Les flashs des photographes crépitèrent. Il commença son discours, sa voix profonde et assurée, parlant de vision, de générosité, d'un avenir bâti sur l'excellence. L'hypocrisie résonnait dans l'air, une fausse note dissonante. La foule applaudissait, hypnotisée par l'image qu'il avait si soigneusement construite. Mais derrière les projecteurs, Élise était déjà à l'œuvre. Elle atteignit le panneau de contrôle audio, un enchevêtrement de fils et de boutons. Elle se souvenait d'avoir vu un technicien y brancher un câble USB. Ses mains, habituées à nettoyer, à récurer, étaient désormais précises, agiles. Elle inséra la clé USB, celle que Chloé avait copiée, dans le port. Un clic. Elle attendit le moment parfait. La voix de Montaigne emplissait l'auditorium. « Nous bâtissons des ponts, pas des murs. » À cet instant précis, Élise appuya sur le bouton de lecture. Un grésillement. Puis, à travers les haut-parleurs géants, la voix froide et sans appel d'Antoine de Montaigne résonna, non pas celle du philanthrope, mais celle du prédateur. Les évictions forcées sont une nécessité, un mal nécessaire pour le progrès. Leurs plaintes, des bruits de faux. Un silence glacial tomba sur la foule. Les sourires se figèrent. Les murmures se transformèrent en chuchotements choqués, puis en exclamations de colère. Montaigne, stupéfait, regarda autour de lui. Son visage virant au blanc, la voix métallique de M. Durand, l'homme de main, prit le relais à travers les enceintes, discutant de mesures d'intimidation. La façade s'effondrait, brique par brique. Chloé, au milieu de la foule, lança un regard à Marc. C'était le moment. Elle projeta les documents incriminants sur les écrans géants de la salle, des contrats douteux, des noms, des chiffres. La vérité, brute et impitoyable, s'étalait sous les yeux de tous. Le scandale, que personne n'avait osé imaginer, était là,
en pleine lumière. Si cette virade a hérissé ton bras, prouve que tu n'es pas seul. Laisse ton like maintenant et envoie cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée, lourd, assourdissant. Puis, comme un barrage qui cède, le murmure de la foule explosa. Les visages, d'abord figés par l'incrédulité, se tordirent de colère. Des exclamations, des cris de dégoût montèrent des rangs. Scandale, imposteur, honte. Les mots volaient, percutant les murs de verre et d'acier. Les flashs des appareils photo crépitaient frénétiquement, transformant la salle en une tempête stroboscopique. L'odeur douceâtre du champagne se mêlait soudain à celle âcre de la panique et de l'indignation. Antoine de Montaigne, jadis si imposant, semblait rapetisser sur l'estrade. Son visage, d'un blanc cireux, trahissait un mélange de stupeur et de fureur. Il balbutia des mots inaudibles, tentant de reprendre le contrôle, de dénoncer un montage, une machination. Mais sa voix, naguère si puissante, n'était plus qu'un filet tremblant, noyé par la clameur grandissante de la foule. L'image du philanthrope, si méticuleusement construite, se brisait en mille éclats, révélant la froide cruauté qu'elle dissimulait. Dans le chaos, Élise, toujours fondue dans l'uniforme du traiteur, observait la scène. Un calme étrange l'habitait. Ses mains, qui quelques instants plus tôt avaient manipulé les fils du panneau de contrôle, étaient maintenant serrées l'une contre l'autre, moites. Elle sentait le poids de chaque regard, de chaque voix indignée. C'était la justice qui s'éveillait, portée par une vérité simple, celle que Lise lui avait enseignée sans le savoir. La petite fille avait dit un jour que le plus petit mensonge pouvait faire tomber le plus grand des châteaux de sable. Élise sentait que la vérité de Lise était en train de démolir un empire de verre et d'acier. Chloé, aux côtés de Marc, ne perdit pas une seconde. Elle brandit sa tablette, montrant aux caméras les noms, les chiffres, les preuves irréfutables qui défilaient sur les écrans géants. Marc, d'une agilité impressionnante, se faufilait entre les journalistes, dictant à voix haute les points clés de l'enquête, s'assurant que chaque mot, chaque image serait capturée, diffusée, partagée. L'information, telle une onde de choc, se propageait déjà sur les réseaux sociaux, brisant le monopole de l'image de Montaigne. Pendant ce temps, M. Durand, taqui dans l'ombre, sentait la rage monter en lui. L'échec était cuisant, la situation incontrôlable. Son téléphone vibrait sans cesse. Les ordres de Montaigne, hachés, paniqués, résonnaient dans son oreillette. Il chercha Élise du regard, scrutant chaque visage, chaque uniforme de traiteur. Mais elle était trop bien dissimulée, une ombre parmi les ombres. Il serra les poings. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre n'était pas finie. Les agents de sécurité tentèrent de maîtriser la situation, de repousser les journalistes, de faire évacuer Montaigne. Mais la foule, galvanisée par la révélation, ne reculait pas. Elle exigeait des réponses, de la justice. Des sifflets, des huées, des cris de démission remplirent l'espace. Le vernis de civilité se craquelait, laissant apparaître la colère brute d'un peuple bafoué. Élise recula discrètement, se fondant dans le mouvement du personnel de service qui tentait de ramasser les verres renversés, les petits fours écrasés. Elle sentait une poussée d'adrénaline, le cœur battant la chamade, mais une profonde satisfaction l'envahissait. Elle avait planté la graine de la vérité et elle avait germé en pleine lumière. Le système avait été ébranlé, sa façade brisée, mais elle savait que Montaigne ne se laisserait pas faire. La chute d'un empire ne se fait pas sans résistance. Le murmure du scandale continuait de monter, mais au-delà des murs de verre, une autre menace planait. Une voiture noire, celle de M. Durand, s'éloignait à toute vitesse dans les rues pluvieuses de Paris. Son conducteur, le visage sombre, les yeux brillants d'une promesse de vengeance. Un tourbillon de caméras et de micros entoura l'estrade.
Les journalistes, jadis respectueux, se jetaient sur Antoine de Montaigne, l'accablant de questions. Son service de sécurité, débordé, tentait de le protéger, mais l'image du philanthrope intouchable était pulvérisée. Les mots de la foule, fraude, corruption, éviction, claquaient comme des fouets. Montaigne, le visage ravagé, fut escorté hors de la salle sous les huées, un homme brisé par la vérité qu'il avait tant cherché à étouffer. L'odeur de la panique et de la défaite flottait dans l'air, plus âcre que n'importe quel parfum de Lutz. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les chaînes d'information en continu diffusèrent en boucle l'enregistrement de Montaigne, sa voix glaciale résonnant dans des millions de foyers. Les actions de Montaigne Immobilier chutèrent en flèche. Les partenaires commerciaux se rétractèrent. Les fondations caritatives retirèrent leur soutien. L'empire de verre et d'acier, si solide en apparence, commençait à se fissurer de toutes parts. Les téléphones sonnaient sans relâche dans les bureaux de presse. L'histoire d'Élise, la femme de ménage invisible, devenait la une de tous les journaux. Chloé et Marc travaillaient sans relâche. Ils répondirent aux interviews, fournirent les preuves aux autorités, coordonnèrent les témoignages des familles victimes. La justice s'ébranlait enfin. Des mandats de perquisition furent délivrés, des comptes bancaires gelés. L'opérateur de Montaigne, M. Durand, fut rapidement identifié et recherché. Le système, si longtemps impuni, était désormais sous le feu des projecteurs, ses rouages grippés, ses secrets éventrés. La voix de Chloé, claire et déterminée, expliquait à la télévision comment une seule femme, par sa simple observation, avait démasqué une telle machination. Élise, de son côté, était retournée chez Marie. Le calme de l'appartement contrastait avec le chaos extérieur. Elle regardait la ville à travers la fenêtre, les lumières de Paris scintillant au loin. Elle avait accompli sa mission. La petite lumière rouge avait clignoté et le monde avait enfin regardé. Elle ne cherchait pas la gloire, ni la reconnaissance. Sa dignité retrouvée, la promesse d'un avenir plus juste pour Lise, étaient ses seules récompenses. Son rôle d'actrice directe s'achevait, laissant la place aux institutions, aux journalistes, à la justice. Elle avait allumé la flamme, d'autres la portaient désormais. Pourtant, une ombre persistait. Monsieur Durand restait introuvable. Sa voiture noire avait disparu comme lui. Élise savait que la vengeance d'un homme comme lui pouvait être longue et implacable. La victoire était douce, mais incomplète. Elle sentait le poids de cette menace latente, un frisson froid le long de sa nuque. Le système a déchuté, mais l'un de ses bras armés était toujours en liberté, prêt à frapper. Le chemin n'était pas encore totalement sûr. Les jours suivants furent un tourbillon. Les chaînes de télévision montrèrent des images de Montaigne, le visage dissimulé par sa veste, menotté, emmené par la police. Les bureaux de Montaigne Immobilier furent scellés, leurs enseignes lumineuses éteintes comme des yeux sans vie. L'odeur du papier mouillé et de la poussière remplaçait celle, jadis opulente, du pouvoir. Les familles victimes, enfin entendues, commençaient à entrevoir la possibilité d'une réparation, d'une nouvelle vie. Leurs larmes, autrefois de désespoir, étaient maintenant de soulagement. Élise lisait les journaux, écoutait la radio. Elle voyait son histoire racontée, non pas la sienne directement, mais celle du combat de l'ombre contre la lumière. Elle pensait à Lise, à sa perspicacité enfantine, à sa question sur la méchanceté. Elle avait montré à sa petite fille qu'on pouvait se battre, même quand on était petit, même quand on était invisible. Le pouvoir avait changé de main, il était revenu au peuple, à la vérité. Mais la menace planait toujours. La nuit tombait sur Paris, et le silence de l'appartement de Marie était lourd de cette attente. Un murmure s'élevait de Paris, différent des klaxons et des sirènes habituelles. C'était le murmure de la justice qui s'éveillait,
Un son grave et puissant. Les journaux affichaient des titres à la une, des photos de Montaigne, le visage défait, escorté par la police. Le vent frais du matin portait l'odeur de l'encre fraîche et du café chaud, le parfum d'une vérité enfin révélée. Les chaînes d'information ne parlaient que de ça, disséquant chaque détail, chaque preuve. L'enregistrement de la voix froide de Montaigne, parlant d'éviction forcée, était devenu l'hymne sinistre d'un empire en déroute. Les bureaux de Montaigne Immobilier, jadis des temples de verre et d'acier, étaient désormais des coquilles vides, leurs enseignes lumineuses éteintes comme des yeux sans vie. L'odeur opulente du pouvoir avait laissé place à celle plus âcre, du papier mouillé et de la poussière. Les mandats de perquisition se multipliaient, les comptes bancaires gelés. La justice, lente mais implacable, démantelait pièce par pièce la machine de corruption. C'était une chute spectaculaire, un séisme qui ébranlait les fondations mêmes de la finance parisienne. Chloé, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux brillants d'une détermination nouvelle, était partout. Elle répondait aux interviews, sa voix claire et posée, expliquant les rouages de la machination. Marc, le journaliste, la soutenait. Ses articles incisifs détaillant chaque transaction douteuse, chaque faux document. Ils étaient devenus les visages publics de cette croisade, les porte-paroles de ceux qui n'avaient pas eu de voix. Ils organisaient des réunions avec les familles victimes. Des dizaines, des centaines de personnes enfin écoutées. Leurs récits de désespoir transformés en témoignages accablants. Les larmes, autrefois de douleur, étaient maintenant de soulagement, de gratitude. Élise, elle, restait en retrait chez Marie. Elle suivait les événements à la télévision, lisait les journaux, mais n'intervenait plus directement. Son rôle était terminé. Elle avait allumé la flamme. D'autres la portaient désormais. Un sentiment de paix, fragile mais réel, l'habitait. Elle regardait le dessin de Lise, la petite maison aux fenêtres joyeuses, et souriait. Elle avait tenu sa promesse. L'innocence de sa petite fille ne serait pas brisée par la cruauté du monde. Elle avait montré que même les plus petits pouvaient se battre, même quand ils étaient invisibles. Pourtant, une ombre persistait, une dissonance dans cette mélodie de la justice. Monsieur Durand, l'opérateur de Montaigne, restait introuvable. Sa voiture noire avait disparu des rues de Paris, comme lui. Les autorités le recherchaient activement, mais il semblait s'être évaporé. Élise sentait cette menace latente, un frisson froid le long de sa nuque. Le système avait chuté, oui, mais l'un de ses bras armés était toujours en liberté, prêt à frapper, à se venger. La victoire était douce mais incomplète. La nuit tombait sur Paris, et le silence de l'appartement de Marie était lourd de cette attente. Le bruit sec d'une branche tombant sur le trottoir la fit sursauter. C'était juste le vent, mais son cœur battait un peu plus vite. Elle savait que la prudence restait de mise. Les habitudes, les routines, même les plus anodines, pouvaient devenir des failles. Elle repensait à la petite lumière rouge, ce détail infime qui avait tout déclenché. La vigilance, elle avait apprise à ses dépens, ne devait jamais faiblir. Le goût du café qu'elle buvait, amer et réconfortant, ne parvenait pas à dissiper entièrement l'arrière-goût de l'incertitude. Les jours se transformèrent en semaines. Montaigne fut inculpé, son procès s'annonçait long et retentissant. Les familles victimes, unies par leur souffrance et leur espoir, commencèrent à organiser des collectifs, des associations. Elles réclamaient des réparations, des logements décents, une reconnaissance de leur dignité bafouée. Chloé et Marc les accompagnaient, les conseillaient, transformant leur colère en une force constructive. C'était le début d'un mouvement, une vague qui montait, portée par la vérité. Un soir, Chloé vint voir Élise. Elle portait un carton rempli de documents, de lettres de soutien. « Élise, dit-elle, sa voix douce, les familles veulent créer une fondation, un centre d'aide juridique et sociale. Elles veulent l'appeler la Maison de la Lumière, en référence à ce que vous avez fait. » Élise, touchée, regarda le dessin de Lise. Une petite maison, le totem, la petite lumière rouge prenaient un nouveau sens.
Il ne s'agissait plus seulement d'un détecteur, mais d'un phare, d'un espoir. Élise, continua Chloé, elle a eu une idée. Elle veut qu'il y ait un espace pour les enfants, un endroit où ils pourront dessiner leurs rêves, sans avoir peur que quelqu'un les leur enlève. Élise sentit ses yeux s'embuer. Sa petite fille, sa boussole morale, avait compris l'essence même de leur combat. La dignité, la vérité, la protection de l'innocence. C'était ça, le véritable héritage. La texture rugueuse du carton entre ses mains lui rappelait la réalité de cette nouvelle construction, brique par brique. Le centre fut inauguré quelques mois plus tard, dans un ancien bâtiment réhabilité du 19e arrondissement, non loin de l'appartement d'Élise. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine et persistante, mais l'ambiance était chaude, joyeuse. Des ballons colorés flottaient dans l'air, des rires d'enfants résonnaient. La façade du bâtiment, repeinte en couleurs vives, contrastait avec le ciel gris. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait à celle des gâteaux faits maison. Élise était là, discrète, mêlée à la foule. Elle portait un simple foulard bleu, la couleur de l'espoir. Elle regarda Chloé, Marc, les familles, tous ces visages éclairés par l'espoir. Elle vit Lise au milieu d'un groupe d'enfants, dessinant avec ferveur une immense maison, aux fenêtres grandes ouvertes, d'où s'échappaient des rayons de lumière. Le totem, resignifié, était devenu un lieu d'accueil, un symbole de résilience. Pourtant, au milieu de cette joie, Élise sentit un frisson. Une voiture noire, banale, passa lentement dans la rue adjacente. Elle ne s'arrêta pas, mais son passage fut suffisant pour glacer le sang d'Élise. Monsieur Durand, il était là. Il n'avait pas oublié. La menace était toujours présente, tapie dans l'ombre, attendant son heure. La chute de Montaigne n'avait pas éteint toutes les flammes de la haine. Elle sentit le poids de ce regard invisible, une pression sur sa nuque. Elle regarda Lise, absorbée par son dessein. La petite fille leva les yeux, croisa le regard de sa grand-mère et lui fit un immense sourire. Un sourire pur, insouciant. C'était pour ce sourire qu'Élise s'était battue, qu'elle continuerait de se battre si nécessaire. La maison de la lumière était un début, une promesse, mais la vigilance restait de mise. Le monde était encore rempli d'ombre, et la lumière, si elle brillait fort, pouvait aussi attirer les papillons de nuit, les plus sombres. La cérémonie toucha à sa fin. Chloé prit la parole, sa voix vibrante d'émotion. Elle parla de courage, de vérité, de la force des invisibles. Elle remercia Élise, sans la nommer directement, mais en décrivant son geste, sa petite lumière rouge qui avait tout changé. Les regards se tournèrent vers Élise, des regards de reconnaissance, de respect. Elle sentit une chaleur l'envahir, une fierté tranquille. La maison de la lumière, avec ses fenêtres ouvertes et ses rires d'enfants, était le témoignage vivant que même le plus petit des gestes pouvait ébranler les empires. Mais la route était encore longue. Le système avait été démasqué, mais ses ramifications étaient profondes, ses agents fidèles. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes pourpres et orange. Mais les ombres s'allongeaient, et avec elles, la promesse d'une bataille qui n'était pas encore tout à fait terminée. Pourtant, au milieu de cette joie, Élise sentit un frisson. Une voiture noire, banale, passa lentement dans la rue adjacente. Elle ne s'arrêta pas, mais son passage fut suffisant pour glacer le sang d'Élise. Monsieur Durand, il était là. Il n'avait pas oublié. La menace était toujours présente, tapie dans l'ombre, attendant son heure. La chute de Montaigne n'avait pas éteint toutes les flammes de la haine. Elle sentit le poids de ce regard invisible, une pression sur sa nuque. Elle regarda Lise, absorbée par son dessein. La petite fille leva les yeux, croisa le regard de sa grand-mère et lui fit un immense sourire. Un sourire pur, insouciant. C'était pour ce sourire qu'Élise s'était battue, qu'elle continuerait de se battre si nécessaire. La maison de la lumière était un début, une promesse, mais la vigilance restait de mise. Le monde était encore rempli d'ombre, et la lumière, si elle brillait fort, pouvait aussi attirer les papillons de nuit les plus sombres. La cérémonie toucha à sa fin. Chloé prit la parole, sa voix vibrante d'émotion. Elle parla de courage,
de vérité, de la force des invisibles. Elle remercia Élise, sans la nommer directement, mais en décrivant son geste, sa petite lumière rouge qui avait tout changé. Les regards se tournèrent vers Élise, des regards de reconnaissance, de respect. Elle sentit une chaleur l'envahir, une fierté tranquille. La maison de la lumière, avec ses fenêtres ouvertes et ses rires d'enfants, était le témoignage vivant que même le plus petit des gestes pouvait ébranler les empires. Mais la route était encore longue. Le système avait été démasqué, mais ses ramifications étaient profondes, ses agents fidèles. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes pourpre et orange, mais les ombres s'allongeaient, et avec elles, la promesse d'une bataille qui n'était pas encore tout à fait terminée. Élise serra la main de Lise, le contact de sa peau douce la ramenant à l'essentiel. C'était pour elle, pour tous les enfants, que cette maison de la lumière devait continuer de briller. Elle avait allumé une étincelle, et maintenant, une communauté entière la nourrissait, la protégeait. La petite lumière rouge, ce simple interrupteur, était devenue un phare pour ceux qui avaient été plongés dans l'obscurité. Elle se fondait dans la foule, une ombre parmi les ombres, mais cette fois, une ombre qui avait choisi de se tenir debout. Ici, aucune fin n'est la fin véritable. Reste dans notre famille, suis récit qui touche l'âme, active la cloche et commente le mot « Legado ». Je lirai ton nom là-bas. Le véritable héritage de cette histoire. C'est la conviction qu'une seule personne, armée de dignité et de la vérité, peut changer le cours des choses. La maison de la lumière, ce refuge des rêves, n'était pas qu'un bâtiment, c'était un mouvement. Et dans les yeux de Lise, dessinant une nouvelle maison, plus grande, plus lumineuse encore, on pouvait lire la suite de cette histoire, celle d'un combat sans cesse renouvelé, toujours pour la justice.